commence. Mon attitude envers la Russie, elle est purement culturelle. Je n'ai pas de position politique, même si je trouve que l'attitude en général du gouvernement russe est beaucoup plus logique et beaucoup plus compréhensible que celle des gouvernements occidentaux qui ont un comportement particulièrement suicidaire avec les sanctions, avec la manière d'envoyer à la boucherie des centaines de milliers de soldats ukrainiens. Mais mon attitude vis-à-vis de la Russie, et la raison pour laquelle j'ai toujours été me suis senti très proche de ce pays, c'est la culture. C'est Pouchkine, c'est Tchaïkovski, c'est des grandes étendues sauvages, et puis c'est une religion et des racines communes. Puisque la Russie est un pays chrétien orthodoxe, nous on est chrétiens catholiques, mais en réalité on a la même religion, on est très proches. La Russie, ça reste un pays européen, même si c'est tellement étendu qu'il y a une grande partie qui est en Asie. Même la partie asiatique, en fait, elle se sent très proche en fait de l'Europe. Donc la Russie, pour moi, c'est un pays frère, mais culturellement, politiquement, parfois j'aimerais que mon pays ressemble plus à l'attitude qu'a la Russie aujourd'hui avec le président Poutine, qui est une attitude fiable. C'est-à-dire que depuis qu'il est au pouvoir, il s'exprime toujours de la même manière en fait. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et ça, je pense que c'est véritablement intéressant. Mais encore une fois, c'est culturel, c'est les grands auteurs, les grands danseurs, enfin Nureyev, les ballets russes, le Bolchoï, c'est des choses incroyables. Et puis la Russie, c'est un pays d'immenses découvertes. Aujourd'hui, il y a une mission spatiale qui vient de partir sur la Lune. Et c'est la première fois qu'un objet va atterrir d'une grande taille en fait, sur la Lune. Et peut-être qu'en fait, il va y avoir des découvertes intéressantes. Ils ne trouveront peut-être pas le drapeau américain. Alors, effectivement, il y a l'idée que avoir des liens avec la Russie, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas de liens commerciaux avec la Russie, donc je ne suis pas victime des sanctions. J'ai eu à subir, d'un point de vue personnel, disons des complications, mais je ne peux pas dire qu'on me rend la vie impossible. Et puis, vous savez, il faut prendre des positions. Quand on choisit, on élimine quelque chose par définition, puisqu'on fait un choix. Et le choix de m'exprimer comme je fais sur la Russie et mon amour pour la Russie, pour la culture russe, pour le peuple russe, on ne peut pas me le reprocher parce qu'en fait il est construit sur des raisons solides. Il n'est pas le fait de quelqu'un qui cherche à créer du trouble en parlant d'un pays avec lequel on est en guerre de façon positive. Je sais que la Russie n'est pas une dictature, c'est un pays dans lequel le peuple est heureux. Vous pouvez, quand vous habitez en Russie, absolument tout acheter, y compris des produits de luxe, des tennis américaines, du Coca-Cola, etc. Les Russes sont privés de rien. Ils sont juste privés d'avoir des gens intelligents avec lesquels parler, en fait. Et donc moi, j'essaie de prendre une position intelligente, entre guillemets, pour permettre aux gens d'entendre autre chose que ce qu'ils entendent à la télé en permanence, qui est pour moi complètement inadmissible de la part d'un pays comme la France, qui devrait être un pont entre des peuples qui se disputent, et pas comme c'est aujourd'hui avec le président Macron, un pays qui attise la haine, qui attire le désordre partout dans le monde. Et en particulier aujourd'hui en Afrique, on trouve normal de menacer un pays de guerre pour des raisons qui sont nettement inférieures aux raisons qui ont poussé les Russes à lancer leur opération spéciale en Ukraine. Donc c'est toujours cette espèce de deux poids deux mesures, ce double standard qui est inadmissible. Et donc face à des choses inadmissibles, incompréhensibles, pas logiques, je m'exprime comme je fais et donc je me sens bien avec moi-même. Et le fait que ça puisse troubler ou fâcher certaines personnes n'a aucun impact sur ma vie. Donc voilà, je suis fier de dire et de faire ce que je pense. Alors il y a deux choses. D'une part, dans l'imaginaire collectif, le drapeau russe, pour ma génération et les générations d'avant, c'est un drapeau rouge
avec une faucille et un marteau. Donc pendant très très longtemps, en fait, sous l'ère communiste, vous aviez un drapeau qui était tout rouge. Et quand la Russie, puisque c'était l'URSS, et quand la Russie est redevenue la Russie, votre drapeau est redevenu uniquement le drapeau russe en fait, et qui effectivement est très similaire au drapeau français, puisqu'il n'est pas bleu, blanc, rouge comme le drapeau français, il est bleu, rouge, blanc, et en plus c'est un bleu similaire, un rouge similaire, et évidemment un blanc similaire. Alors l'histoire en fait du drapeau français, il est le fruit de la Révolution. Donc le rouge, c'est le sang des révolutionnaires. Le bleu, en fait, c'est une tradition française, puisqu'on est un pays qui était royal. Et le blanc, c'est un signe de paix. Et donc on a finalement les trois couleurs. C'est pour ça qu'on parle du drapeau tricolore, qui sont nos couleurs, et je pense qu'ils sont les couleurs pour la Russie de la même manière en fait. C'est les mêmes raisons qui ont poussé les Russes à prendre ces couleurs. Alors peut-être le bleu pour vous comme pour nous, ça symbolise aussi un pays qui est présent dans plein de mers du monde, puisque la Russie comme la France est présente sur quasiment toutes les mers du monde. Donc, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire sur les drapeaux, à part que ça symbolise entre guillemets au moment de grandes compétitions internationales les couleurs d'un pays. Ça symbolise sur les champs de bataille les couleurs d'un pays, et surtout c'est quelque chose pour lequel symboliquement dans toutes les guerres les soldats se battent. C'est-à-dire que si on regarde depuis l'origine des guerres modernes entre guillemets, on voit bien les révolutions, etc. Les gens se battent toujours derrière un drapeau en fait. C'est-à-dire que devant, il y a un drapeau, et un tableau très fameux en France, c'est un tableau de Delacroix sur la révolution guidant le peuple. Et donc il y a le drapeau français en fait, bleu, blanc, rouge. Donc ça fait partie des symboles très très importants. Et dans tous les pays du monde, on doit honorer le drapeau. Et c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui. C'est ce drapeau qui est posé sur le cercueil des soldats aussi. Donc quand quelqu'un meurt, en fait, on le recouvre pour le pays, on le recouvre du drapeau du pays. Donc c'est quelque chose qui est à respecter. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui font une fête du drapeau. Donc c'est vraiment une spécificité russe de fêter le drapeau comme un objet qui mérite sa fête. Alors qu'en France, en fait, il y a le 14 juillet, qui est la fête nationale, mais qui est plus l'occasion de la prise de la Bastille en fait, qui est un moment clé dans le cycle de la Révolution. Les deux drapeaux en fait, que ce soit le drapeau russe ou le drapeau français, c'est d'une part, c'est des trinités en fait, des trinités de couleurs. Donc il y a quelque chose de très religieux dans le fait d'avoir un drapeau avec trois couleurs égales. Et par exemple, le drapeau russe, le rouge symbolise la bravoure, le blanc symbolise l'honnêteté ou la pureté, et le bleu symbolise, le blanc d'ailleurs plus l'aristocratie en fait, la noblesse d'âme, et le bleu en fait, ce serait plutôt l'honnêteté. Donc après, pourquoi est-ce que le bleu symboliserait l'honnêteté? Je ne suis pas capable de dire. Peut-être c'est le ciel ou la mer, ou je ne sais pas. En tout cas, moi j'aime ces trois couleurs. Le bleu, c'est pour moi une couleur qui symbolise la paix, au sens, quand je regarde un ciel bleu, ça m'apaise. Le rouge, c'est une couleur d'émotion en fait, donc c'est une couleur d'engagement. Et le blanc, c'est vraiment la pureté en fait. En fait, depuis 1 an et demi, le monde est bouleversé par ce qui se passe. Et ce que je remarque, c'est qu'à l'origine, tout le monde avait dit que la Russie allait être très très isolée. Parce que diplomatiquement, économiquement et même militairement, c'était le risque. Et aujourd'hui, puisqu'on parle du drapeau, on voit que le drapeau russe, partout en Afrique, il est brandi fièrement.
Et les gens essayent de valoriser en fait ce drapeau comme symbole d'espoir. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, en fait, les couleurs russes sont des symboles d'espoir. Et c'est quelque chose de très très étonnant, parce qu'à part les gens qui connaissaient un peu la situation réelle de la Russie avant le début de l'opération, et qui savaient qu'en fait la force de la Russie, ça a été son calme. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi, le pays s'est jamais excité. Et tout ça, on retrouve, quand on en a parlé avant de cet enregistrement, dans les valeurs du drapeau. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotion en rouge, il y a donc l'émotion, bravoure, etc. Donc la Russie fait face à ses engagements, à ses obligations. D'ailleurs, je pense qu'en termes géopolitiques, le plus grand regret de la Russie, c'est de ne pas avoir sauvé la Libye. Donc la Russie a réussi à sauver la Syrie, mais n'a pas pu sauver la Libye et n'avait pas pu sauver l'Irak en son temps. Mais aujourd'hui, en fait, la Russie est véritablement devenue un acteur de la stabilisation dans le monde et a réussi à redevenir très ami avec la Chine, ce qui n'était pas donné. Et ce que je remarque, parce que je passe du temps sur les réseaux sociaux, c'est que même aux États-Unis, des gens très engagés parmi les républicains, donc qui historiquement étaient peut-être ceux qui avaient le plus de défiance vis-à-vis de la Russie, aujourd'hui affichent clairement également leur soutien pour la Russie. Donc c'est un grand changement. L'Afrique se tourne vers la Russie. Aux États-Unis, de plus en plus de personnes sont capables de parler en bien de la Russie. Même le candidat démocrate Robert Kennedy dit beaucoup de choses très encourageantes en fait sur le rapprochement des peuples, l'apaisement, et n'ont aucun problème pour montrer la face sombre de certains acteurs en Europe ou aux États-Unis. Et peut-être pour conclure, un des grands points forts de la Russie depuis le début de cette opération, mais même depuis très longtemps, c'est qu'ils ne sont pas pris en défaut de mentir. C'est-à-dire que tous les médias affirment sans cesse, mais les Russes mentent, les Russes trichent, les Russes... Mais quand on leur demande, donnez-moi un exemple, il n'y a pas d'exemple. Ou si un exemple est donné, en général, il s'avère faux. Et je ne sais pas si dans les couleurs... je pense que le bleu, c'est un symbole d'honnêteté, et je pense que c'est quelque chose de très important pour les Russes, le respect de leur drapeau et de ce que symbolise ce drapeau. Et c'est un peuple franc, droit, etc. et qui a considérablement changé, parce qu'en fait, les années Yeltsin ont été catastrophes pour vous. Vous étiez vraiment un peuple quasiment... qui n'avait plus d'amour de son drapeau, qui avait plus de respect pour son armée, qui avait plus même de respect pour son territoire, et ça a considérablement changé. Donc c'est un vrai modèle pour le monde entier. C'est pour ça que j'étais ravi de faire cette interview. Alors, bon, déjà, on ne voit pas beaucoup de drapeaux russes en France, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de drapeaux ukrainiens que de drapeaux russes. Mais c'est un vrai changement. C'est-à-dire que les gens comprennent avec le temps, et il a fallu vraiment 18 mois, que ce qu'on leur a raconté était assez éloigné de la réalité. C'est-à-dire qu'on a expliqué que la Russie allait être ruinée, la croissance économique monte en Russie. On allait dire que la Russie allait être isolée. Il y a quelques jours, il y avait une réunion internationale sur le commerce des armes à côté de Saint-Pétersbourg. Il y avait 60 pays qui avaient envoyé des délégations pour acheter des armes et pour faire du commerce avec la Russie. Et même la Chine avait envoyé le chef d'état-major de l'armée. Donc c'est un personnage éminemment important, puisque l'armée chinoise, c'est des dizaines de millions de soldats, c'est des milliards d'investissements, c'est vraiment une armée extrêmement puissante. Donc le chef de l'armée chinoise, c'est un des personnages les plus importants de l'État chinois, et il est venu en Russie pour montrer à quel point la Russie est un personnage, un partenaire majeur pour la Chine. Mais il y avait aussi l'Iran, il y avait beaucoup de pays africains, il y avait la Syrie, il y avait tous ces pays, et le président russe, on s'éloigne un peu du drapeau, mais c'est très important, a insisté sur la volonté de partager les technologies. A dit, nous, pour des pays qui veulent être autonomes et qui veulent travailler pour leur peuple et pour leur drapeau, on est prêt à donner des technologies.
Et pour répondre exactement à votre question, on remarque souvent que quand il y a des mouvements, que ce soit aux États-Unis, il y a des gens qui ont brûlé le drapeau américain au moment des révoltes Black Lives Matter, ou alors même au moment de certaines manifestations LGBT. C'est-à-dire que si vous voyez la façade de la Maison Blanche maintenant, vous n'avez même plus le drapeau américain à la position clé. Vous avez un drapeau qui s'appelle le drapeau LGBT+. Donc c'est un drapeau arc-en-ciel mais modifié et qui prend la place maîtresse en fait. C'est-à-dire que on a des pays qui veulent défendre leur identité, leur culture, leur drapeau, comme la Russie, comme la Chine, comme d'autres pays, et d'autres qui veulent effacer leur drapeau. Donc en France, par exemple, le président Macron, il met énormément en avant le drapeau européen et le drapeau LGBT. On voit pendant quelques semaines dans la ville de Paris, il y avait beaucoup de drapeaux LGBT, et aux États-Unis, c'est encore plus flagrant. Donc c'est comme si eux voulaient tourner en permanence les pages de l'histoire. Et à cet égard, vous avez noté comme moi que tous les monuments aux morts communistes qui avaient libéré l'Europe des nazis ont été détruits, que ce soit en Pologne, en Ukraine, en Lituanie, etc. C'est un peu comme si les drapeaux russes, la mémoire de ces gens qui permettent à ces pays aujourd'hui d'être libres et d'exister, étaient effacés. Et quand vous êtes capable de faire ça à celui qui vous a sauvé, demain, vous êtes capable de faire ça à votre peuple, en fait. Ça veut dire que vous respectez rien, vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas le respect des anciens et le respect de l'histoire. Donc les Russes font l'inverse, en fait. Ils rénovent les monuments, ils rendent gloire, en fait, aux gens qui se sont battus pour les choses importantes. Et c'est, je pense, qui rassure de plus en plus les pays. Ils se disent, mais il reste un espoir. Il y a l'espoir d'un monde plus respectueux, plus stable. Et tous les discours des Russes sont toujours dans le même sens. C'est on va donner les moyens au peuple de regagner leur indépendance. Et d'ailleurs, la Russie est le pays qui a effacé le plus de dettes au cours des 2 dernières années. Ils viennent d'effacer 16 milliards de dettes. Donc il y avait une conférence de pays africains à Moscou. Et à la fin de la conférence, Vladimir Poutine a annoncé qu'il effaçait 16 milliards de dettes. Donc pour un pays ruiné, et pas 16 milliards de roubles, 16 milliards de dollars de dettes. Donc c'est un pays auquel l'Occident a volé de l'argent et qui donne de l'argent aux pays qui en ont besoin et qui se bat pour donner du blé, pour envoyer des produits agricoles. Parce que si les Russes ne font pas eux-mêmes, l'Occident ne s'intéresse pas du tout aux autres pays. Donc voilà, il n'y a pas l'égoïsme dans ce drapeau, mais le fait d'avoir l'équilibre, c'est une preuve d'absence d'égoïsme. Et enfin, ils ont un peu d'espoir. Tu sais, les Chinois, ils ont construit des ponts qui ont changé l'économie entre les pays. Les Russes, ils apprennent aux Africains à se battre et à devenir autonomes. Ça, c'est les faits. Nous, on leur apprend à signer des mauvais contrats. On apprend aux présidents africains à choisir parmi les prostituées qu'on leur envoie, celles avec qui ils passeront la nuit, et on leur met de l'argent sur des comptes en banque qu'on reprendra en temps venu. Parce que tous les dictateurs africains, on leur a donné des hôtels particuliers, on leur a donné beaucoup d'argent et quand ils ne servaient plus, on a repris l'argent. C'est ça la vérité. Alors, je pense que là vous dites, oui, un point très important. C'est-à-dire que le sport, c'est une couverture médiatique mondiale et avoir un pays qui a des bons résultats dans un événement sportif mondial, c'est à la gloire du pays, ça rend les gens heureux. On dit toujours que ça a même un impact sur la croissance économique, c'est-à-dire que les gens vont consommer plus. Et depuis toujours, il y a une vraie rivalité entre le camp russe, qui avait des athlètes de très haut niveau dans tous les sports, et le camp américain. Donc on avait des compétitions pour savoir celui qui aurait le plus de médailles olympiques. Et les Russes avaient tendance à être plutôt bons, voire meilleurs que les Américains. Et donc il y avait ces boycotts, c'est-à-dire le boycott des Jeux Olympiques de Moscou, etc. Mais il s'est passé quelque chose de vraiment important que beaucoup ont oublié, c'est que les Russes ont organisé la Coupe du Monde de football en 2018, et qui était une Coupe du Monde de football que voulait... donc il y a eu les Russes qui ont eu, et le Qatar. Et c'était les Anglais et les Américains voulaient les Coupes du Monde en question. Et finalement, les Russes l'ont eu. Et
les Américains participent pratiquement toujours aux Coupes du Monde. C'est très dur que les Américains ne se qualifient pas à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas de bons résultats, mais ils se qualifient. Et pour cette Coupe du Monde, les Américains ont perdu contre un tout petit pays qui n'avait jamais gagné de match, mais ils ont perdu juste assez pour ne pas être qualifiés pour la Coupe du Monde en Russie et pour pas que leur télé aille montrer en 2018 que la Russie c'était un beau pays avec des belles villes, avec des belles infrastructures, avec des belles choses. Donc quand les Américains ne réussissent pas à éliminer les Russes des compétitions internationales comme les Jeux Olympiques, puisqu'ils ont même fait interdire les Russes des Jeux Paralympiques, donc pas juste des Jeux Olympiques, mais des Jeux Paralympiques, pour des histoires de dopage dont aujourd'hui on sait que tout était faux, en fait c'était monté de toutes pièces, comme le scandale de Trump, le Russia Gate comme on dit. Donc ils trafiquent les choses, et quand ils ne réussissent pas à trafiquer, quand ils ne réussissent pas à enlever un événement mondial aux Russes comme la Coupe du Monde de football, ils s'arrangent pour ne pas participer, et donc pour que les sponsors et les chaînes de télé n'y aillent pas. Donc on voit que le sport est un enjeu majeur. C'est ce qu'on Parfait. Il faut qu'ils viennent à côté de moi. Bon, voilà, une grande chaîne russe, là, ça m'intéresse. Ça se voit. En fait, ils font des interviews pour une grande chaîne russe, comme en fait ils font du mannequinat, ils peuvent recevoir leur argent là-bas, ils n'ont pas vraiment besoin en fait pour leur famille. Ils peuvent être payés par les chaînes de télé quand on les reportages. Et donc voilà. Ici, ils aiment tous les pays du monde, pas juste les Russes, même les Américains, les Nigériens, les Français. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le cosmos. Ils aiment tout. L'univers. L'univers entier. L'univers. La pêche traditionnelle française. Avec ça, j'ai pêché des gros poissons. C'est vrai. День российского флага отмечают и далеко за пределами нашей страны, причем вопреки текущей политической обстановке. К примеру, на улицах Парижа сегодня можно заметить российский триколор. Наша символика есть и в турецких городах. Из Франции и Турции репортажи наших корреспондентов Романа Закурдаева и Расины Бодровой. 15-м округом Вожерар в центре Парижа, да еще и на фоне Эйфелевой башни, развивается российский триколор. Смело, по современным европейским меркам даже отчаянно. Но сердцу гражданина Франции, экономиста Бертрана Шалера, не прикажешь.
d'avoir des gens intelligents avec... Я считаю, что люди должны получать и другую информацию, а не только ту, что транслируют наши СМИ. Франция должна быть мостом между людьми. В следующем году мы должны принимать Олимпийские игры во Франции. Естественно, русские могут принять участие, но неизвестно, как все обернется. Если этого не произойдет, то, скорее всего, Китай вместе с другими странами откажутся соревноваться без участия России. И у нас будут свои игры. В конце концов, европейский мир останется в изоляции. En Europe, il y a quelques pays qui ont voulu prendre des positions assez apaisées vis-à-vis de la Russie, en particulier la Hongrie et la Serbie, compte tenu de leurs histoires respectives. Et on voit que les sportifs de ces pays-là et les pays d'une façon ont subi d'énormes pressions en fait. Donc il y a des pressions politiques sur les sportifs, il y a aussi des pressions médicales, on avait vu avec Djokovic. Et je pense que c'est dangereux de tout mélanger. Vous m'aviez posé en première question, est-ce que vous aimez la Russie pour des raisons politiques ou pour des raisons culturelles? C'est pour des raisons culturelles et le sport fait partie de la culture. Voilà, c'est le mot de la fin.